Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la belle journée passée avec le PSG qui nous a officialisé 2 des 5 recrues qu'on attend. Ça a commencé à 11 heures avec Milan Skriniar, puis Marco Asensio à 14 heures. On pensait que ça allait enchaîner à 17 heures avec un autre, mais au final, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 17h50, ce sont les 2 seuls transferts officiels. Peut-être que ça va enchaîner demain avec Lucas Hernandez, Lee Kang-in, Manuel Ugarte ou Cher N'Dour qu'on n'oublie pas. Dans tous les cas, les grandes manœuvres sont lancées. Et en matière de communication, c'est plutôt réussi. D'abord parce que les gens ont apprécié, globalement les retours étaient plutôt bons et il y a eu pas mal de réactions à tout ce qui a été fait par le club aujourd'hui, à savoir 1 heure avant l'officialisation, tu fais un petit teasing, Milan Skriniar c'était un graphisme à l'aéroport, visiblement il n'y avait plus de budget pour Marco Asensio, ils ont fait appel à des gamins de CM2 qui ont tapé leur meilleur portrait, c'est sympa, 1 heure après tu officialises donc avec la traditionnelle interview, la biographie du joueur, et une vidéo 75 secondes où tu lui poses des questions un peu bébêtes qui amusent la galerie. Bref, c'est très bien vu, c'est très bien fait. Si j'avais juste un truc à redire, c'est peut-être le manque de conférences de presse, parce que en fait, tu as l'habitude de le faire avec les grands joueurs, mais je vois pas pourquoi, là, tu en as quand même 5 qui arrivent d'un coup. Pourquoi pas les réunir tous dans l'auditorium et laisser les journalistes une vingtaine de minutes leur poser les questions. Alors oui, de l'autre côté, évidemment que les questions des journalistes, c'est jamais du très haut niveau, mais voilà, savoir quelle est leur couleur préférée, c'est bien sympa, mais ça va 2 minutes. Voilà, c'est le seul truc qu'on pourrait peut-être redire. Bon bref, revenons sur cette belle journée, parce que Milan Skriniar, moi je suis content que ce soit officiel. C'était le premier, voilà. Alors, Fabrizio Romano nous annonçait qu'il allait signer pour un contrat de 4 ans. Au final, c'est 5, jusqu'en 2028. Bon, j'ai envie de dire, il y en a qui s'en plaignent par rapport à ses problèmes de dos. En réalité, il a signé le pré-contrat à 27 ans, puisqu'il est né en février et il l'a signé fin janvier, juste après le mercato. Donc là, tu pars jusqu'à ses 33 ans, ça me paraît pas déconnant. Quand tu as 27-28 ans, le contrat que tu signes, c'est celui de ta vie. Et en général, accepter moins de 5 ans quand tu es joueur, c'est un peu bizarre. C'est ce que Marco Asensio a fait et d'ailleurs, ça m'a surpris dans le bon sens du terme. Bon, dans tous les cas, Milan Skriniar 5 ans, on parle d'un défenseur qui est quand même très bon, quoi. C'est du top niveau italien et puis même européen. En Ligue des Champions, il a quelques références. Donc, c'est pas celui sur lequel ça me gêne le plus. J'aurais été plus content qu'on lui donne que 4 ans, mais je chipote pas sur Milan Skriniar parce que, encore une fois, c'est une signature qui me plaît. D'abord parce qu'il est polyvalent. Alors, c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'à chaque fois qu'on le dit sur une recrue du PSG, ça finit en catastrophe industrielle. Mais là, ce que je veux dire, c'est que t'as Luis Campos qui, depuis des mois, nous annonce qu'il veut un 3-5-2, qui négocie ses recrues en leur proposant ce projet. Luis Enrique qui arrive, qui a joué en 3-4-3 par moment au Barça, pardon, mais qui, la majeure partie du temps, a maîtrisé le 4-3-3. Et selon Loïc Tanzi, il voudrait jouer en 4-4-2 au PSG, avec donc Colomani, Mbappé devant. C'est ce que Tanzi a dit sur l'équipe de Greg il y a 3 ou 4 jours. Donc c'est toujours important dans tes défenseurs centraux d'avoir des mecs qui maîtrisent les 2 systèmes, à 3 et à 4, parce que c'est complètement différent. Un Marquinhos par exemple est beaucoup plus à l'aise à 4. Un Milan Skriniar par exemple, il a fallu que Antonio Conte bosse vraiment avec lui pour qu'il devienne un expert du système à 3. Parce qu'en réalité, Skriniar arrive à l'hiver 2016 à la Sampdoria, où il joue à 3 derrière, 3-5-2. Sur ses 6 premiers mois, il joue que 3 matchs, il peine complètement à s'acclimater. Changement d'entraîneur durant l'été, changement de système, ils reviennent à 4, et là, boum, saison 2016-2017, il est élu meilleur défenseur de Serie A, il est très bon, il joue 35 des 38 journées de championnat. Ensuite, donc, il signe à l'Inter de Milan, sous Spalletti, je crois, pendant 2 saisons, Spalletti joue en 4-2-3-1. Ensuite, avec Antonio Conte, évidemment, le 3-5-2. Au début, il peine. Skriniar le dit lui-même, il y a des déclarations où il dit « Au début, j'ai vraiment peiné à m'acclimater et au final, 2021, il remporte le championnat et il va même continuer à jouer à 3 avec un entraîneur différent. Donc, le même système, mais avec d'autres idées, d'autres préceptes de jeu sous Inzaghi. Donc, voilà.
tout ça fait que quand même tu as quelqu'un comme Lucas Hernandez en réalité. Lucas Hernandez, système à 3, défense à 4, même latéral gauche. Skriniar, certains diront qu'il peut jouer milieu défensif. Moi, je me détendrai quand même parce que c'est vrai que s'il y avait une nuance à poser, c'est peut-être sur son niveau à la relance. Évidemment, la première de ses qualités, c'est sa rigueur au duel. 1m88, quelqu'un qui est un colosse, qui en impose. Alors là, tu me diras, évidemment, on espère que son dos le laissera tranquille parce que, déjà que son dos, les douleurs ne se ravivent pas. Et ensuite, que mentalement aussi, parce qu'on a fait l'expérience avec Ramos d'un défenseur qui joue avec la peur de se péter et qui donc sort de l'alignement avec un timing catastrophique, ne va pas au duel, voilà, et ça empiète sur ses performances et celles de l'équipe. On espère que donc Skriniar va se débarrasser de ses problèmes de dos et que mentalement, ça va pas lui grimper à la tête. Ça m'étonnerait, parce que c'est que la première blessure de sa carrière, et sa convalescence s'est vraiment bien passée. C'est pas comme Ramos qui en a eu pour 1 an. Là, bon, il s'est fait opérer. Je crois qu'un mois et demi ou 2 mois après, il était de retour à l'entraînement. Il a même joué 2 matchs. Bon, c'est pas des matchs de top niveau, hein, mais quand même, en juin, avec sa sélection, il a joué. On peut penser que l'Inter n'a pas précipité son retour, sachant qu'il allait se barrer à la fin de la saison. Donc voilà, je suis pas ultra inquiet là-dessus. Au-delà de sa rigueur au duel, bien sûr, la lecture du jeu, qu'il ne faut absolument pas oublier, parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de sortir de l'alignement pour jaillir dans les pieds avec un très bon timing. Maintenant, tout ça est aussi conditionné au système qu'on aura, parce que sortir de l'alignement, aller chasser plus haut sur le terrain, c'est plus facile quand tu joues à 3 centraux. Hein. Dans un système à 4, en général, il faut que ton milieu vienne combler. Ici, on pourrait envisager un Manuel Ugarte, par exemple. Athlétiquement, bien sûr, très costaud. Plus il défend proche de son but, plus il est bon, parce que évidemment, il a moins de chances de se faire prendre de vitesse, et surtout, il est très bon pour aller enfermer son vis-à-vis, difficilement dribblable, parce que 1m88, très large, avec aussi des jambes très toniques sur les appuis. Donc bien sûr que tout ça fait que c'est un défenseur difficile à passer. Dans les airs aussi, 1m88, bien sûr que ça va faire du bien parce que en réalité, je pense que c'est la chose qui va le plus nous manquer de Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est ce qu'il a le plus apporté au PSG, sa gestion des airs et des centres surtout. Voilà, sa défense dans la surface. Avec Milan Skriniar, on est rassuré parce que c'est quelqu'un qui maîtrise ça, même si offensivement, alors il a démarré sa carrière en tant qu'attaquant, ensuite milieu, ensuite défenseur central. Mais il a marqué seulement 10 buts en 7 saisons et demie en Serie A, ce qui est quand même assez léger pour un défenseur. À titre de comparaison, Ramos, qui reste 2 ans, mais qui fait globalement une seule saison au PSG, sur cette seule saison, il a mis 6 buts. Donc en une saison, il a mis la moitié, voire plus, des buts de Milan Skriniar en 7 saisons et demie en Serie A. Vous me direz, pour les coups de pied arrêtés offensifs, on a Marquinhos qui est très bon, qui est je crois à 38 buts au PSG. Lucas Hernandez, bon lui c'est pareil, c'est pas un grand buteur. Et puis on n'oublie pas évidemment Presco qui lui a 3 petits buts au PSG. Donc voilà pour Milan Skriniar. Asensio. Alors c'était officiel à 14h. Là pareil, Fabrizio Romano s'est gouré puisqu'il nous dit contrat jusqu'en 2027 et au final c'est jusqu'en 2026. Et c'était la surprise. C'était la surprise parce que joueur libre, 27 ans, sort du Real Madrid qui lui avait fait une offre de prolongation, avait quand même le Milan AC, Aston Villa sur lui. La Première Ligue c'est pas rien, même si c'est Aston Villa. Je pense qu'en matière de salaire, c'était le même qu'il aura au PSG, soyons clairs. Donc 27 ans, le mec est libre de tout contrat quand même. Tu te dis, ah là, il va signer le contrat de sa vie. Il va se prendre 10 patates sur 5 ans. Bah non, il va les prendre sur 3 ans. Et je dois dire que je suis agréablement surpris et que du coup, ça change un petit peu ma vision du deal. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un bon deal parce que, encore une fois, j'ai du mal à voir d'autres qualités au joueur que sa qualité de frappe. Et surtout, vous savez très bien qu'à droite, en fait, moi, mon envie principale, c'est avoir quelqu'un d'explosif, quoi. Un mec qui va aller chercher les 1 contre 1, qui va être capable de dribbler, et après le dribble, enchaîner sur une conduite de balle vive sur 30 ou 40 mètres, et garder la lucidité à la fin de sa course. Ce
que Marco Asensio n'est absolument pas. Et Luis Campos, évidemment, depuis le début, cherchait ce genre d'ailier droit gaucher pour qu'il repique dans l'axe vers la densité, ce que Marco Asensio fait. D'un autre côté, ça peut se comprendre, parce que notre pôle de créativité, il est à gauche. Donc évidemment, un ailier droit qui va pouvoir se tourner et chercher Nuno, Mbappé, Neymar, Verratti, c'est pas déconnant aussi, comme Lionel Messi le faisait cette année. Mais dans tous les cas, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui à l'instant T, c'est que Marco Asensio nous empêche de signer cet ailier droit que je propagande depuis des années maintenant. Mais bon, on va voir comment ça va évoluer. Aussi, le poste d'ailier droit, c'est un poste assez difficile. On sait tous qu'aujourd'hui, dans le foot, il y a beaucoup plus d'ailier gauche de top niveau que d'ailier droit. Je pense que Nasser, son grand rêve serait de signer Mohamed Salah, parce qu'on le voit souvent au restaurant avec lui. Il est un peu vieux, Mohamed, mais tu vois, c'est vraiment l'exemple parfait en réalité. Ailier droit, là, qui fait des statistiques comme Salah dans les grands matchs présents, bon, bref, je rêve un petit peu. Et je dis pas que je veux Salah au PSG, il est trop vieux. Et quand ça sort de Liverpool, en général, c'est un peu essoré. D'ailleurs, Firmino, il a fait le bon choix en partant en Arabie Saoudite. Bref. Et puis pour Marco Asensio, peut-être que Luis Enrique le considère comme un faux numéro 9, puisqu'il l'a fait jouer à ce poste-là en sélection espagnole. Bref, bon, contrat de 3 ans, je suis content, mais ça n'en reste pas moins pour moi si je devais classer toutes nos recrues là. Nos 6 recrues, Marco Asensio est dernier, bien évidemment. Marco Asensio, voilà, c'est dernier. Par contre, Milan Skriniar, je dois avouer que les recrutements en défense centrale, je suis très content d'avoir des mecs qui n'ont pas peur du duel, qui sont quand même de vrais guerriers. Là, c'est vraiment le bon moment pour sortir ce mot, en espérant que les blessures les laissent tranquilles. Voilà. Bon, passons à Mbappé. Alors voilà, le dossier Mbappé, j'ai enregistré ma vidéo hier, trop tôt, parce que juste après, il y a eu quand même la bombe de la soirée que Nasser a lâchée aux Parisiens. Dans une interview, ils lui ont toujours pas demandé pourquoi ils se sont affichés fièrement avec un maillot 2025 l'année dernière. Mais vraiment, toujours aucun journaliste qui s'est sacrifié pour le peuple. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc il nous dit, Nasser dans le Parisien, Mbappé, faut qu'il fasse un choix, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Sinon, la porte sera ouverte, s'il ne décide pas de prolonger d'ici là. Ok, c'est très agressif. De toute façon, voilà, ça, personne ne peut le nier. Maintenant, est-ce que la communication est bonne ? Je vois pas en quoi on peut s'en satisfaire. En réalité, à Milan Skriniar, je suis content. Les 3 ans de contrat de Marco Asensio, je suis content. Mais alors là, faut pas venir me dire Nasser, patron, ça y est, il sort les crocs avec Mbappé. Je suis désolé. D'abord parce que, il récolte ce qu'il a semé, Nasser. C'est lui qui s'est mis à genoux. C'est lui qui a donné autant de pouvoir à Mbappé de nommer tout son entourage au sein du club qu'il a gangréné. De, surtout, démonter les finances par rapport au fair play financier et ses primes de fidélité à la signature machin chouette. C'est lui qui l'a fait l'année dernière. Personne d'autre. Donc déjà, il récolte ce qu'il a semé. Voilà, c'est lui le premier fautif. Et ensuite, dans un deuxième temps, sur la déclaration en elle-même, en réalité, dans 2 semaines, si Mbappé n'a pas prolongé, tous les clubs d'Europe sauront que probablement le meilleur joueur du monde en devenir est sur le marché des transferts. C'est formidable. Tout le monde le saura publiquement. Tout le monde le déduira. Pardonnez-moi, je suis pas sûr que ça maximise l'indemnité de transfert qu'on va éventuellement faire sur Mbappé. Je suis pas sûr qu'avec ce genre de déclaration, tu vas avoir un club qui se présente et qui te dit 250 millions, t'as l'air difficile en négociation, t'as l'air de vouloir le garder à tout prix, donc je vais surpayer pour le faire venir. Là, je pense que le Real, ils vont arriver, ils vont te proposer 120 ou 150 millions en offre d'ouverture de négociation. Et si tu fais 200 millions, c'est le bout du monde. Ce serait énorme. Ce serait énorme de faire 200 millions, voire plus, après ce genre de déclaration. Je sais pas si on se rend compte. La planète entière sait que dans 15 jours, le mec sera sur le marché des transferts. Parce qu'il va pas prolonger d'ici là, évidemment. Et de l'autre côté, je me dis, putain, c'est dommage. C'est dommage parce que le joueur a que le Real dans sa tête. Si la PL se met sur le dossier, on sait très bien que tu peux faire des surenchères. Même si, malgré la déclaration de Nasser, si la PL se met dessus,
punaise de Dieu, tu peux péter le transfert de Neymar, là, les 222 millions d'euros. City, mais Guardiola t'a dit il y a une semaine que Mbappé, tout le monde sait où il veut aller. Il y a Liverpool, qui est, je crois, club de cœur de sa mère, ou de Mbappé, qui disait un jour j'irai peut-être. Chelsea, parce qu'on rappelle que Chelsea, ils ont signé Pochettino, qui, je pense, si tu lui demandes, est l'entraîneur en club préféré de Mbappé, parce que Thomas Tuchel, il ne le portait pas très très haut dans son cœur. Christophe Galtier, pareil. D'ailleurs, on attend la story Instagram parce qu'il l'a toujours fait à chaque fois qu'un coach était viré du PSG. Là, on l'attend toujours. Et puis, de toute façon, vu le pivot gang au mois d'octobre, autant vous dire que les relations entre les deux, c'était prof de PS et élève. Par contre, Pochettino, déjà, sous Pochettino, on a la meilleure version d'Mbappé sur la saison donc 2021-2022, où là, c'est vraiment son équipe, quoi. Il est extraordinaire. Et si au Bernabeu, il met un des buts hors jeu valable, si on passe, il y a moyen qu'il aille chercher son ballon d'or derrière, tellement le mec marchait sur l'eau à ce moment-là. Voilà. Et puis on sait très bien qu'avec Pochettino, ils avaient une bonne relation. Donc Chelsea, pourquoi pas. Après, les mecs, ils ont tellement dépensé. Et puis surtout, l'UEFA a retiré la possibilité d'amortir les transferts sur 8 ans. Ils ont limité ça à 5. Bon, je pense que ça fait short financièrement. Mais dans tous les cas, bon, le joueur ne pense qu'au Real Madrid. Il va falloir compter sur eux. Forcément, ils sont en train de se lécher les babines. Parce que le storytelling est parfait pour eux, en fait. Mbappé, il va pouvoir dire... On m'a mis à la porte au PSG, et le Real, ils vont pouvoir dire, regardez, on ne s'est pas mis à quatre pattes pour Mbappé. C'est le PSG, limite, qui nous l'a envoyé et qui a payé les frais de jet privé et des tests médicaux. Voilà. Donc là, tout va bien pour eux. Juste nous, bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors, il y a Arthur Perrault, RMC Sport. D'habitude, ils n'ont pas trop d'infos, eux. Mais hier, il nous a dit il y a 40 millions de primes de fidélité qui doivent être payées avant le 31 juillet. Bon. En fait, j'ai pas confiance en l'information, mais plutôt dans la journée, Arthur Perrault nous relayait l'histoire de l'avion en retard. C'est-à-dire que le club l'a utilisé comme relais pour leur excuse là, de l'avion de Nasser en retard, alors qu'en réalité, il y avait juste un juge d'instruction qui l'attendait sur le tarmac pour faire une perquisition. Bref. Donc, je me dis, comme ils l'ont utilisé plutôt dans la journée, peut-être qu'il a pu avoir sa petite exclue comme ça. Bon, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai le souvenir d'une déclaration d'Mbappé qui nous dit on a parlé des jours de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. C'est ça, oui. Là, franchement, tout le monde le sait. La famille Mbappé compte ses sous jusqu'au dernier centime. C'est évident. Et aujourd'hui, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. On va voir s'il va s'accrocher à toutes ces primes de fidélité, la prime à la signature au Real l'année prochaine. Et dans tous les cas, ça va lui faire drôle d'arriver là-bas, dans un club où il n'aura pas le pouvoir qu'il a actuellement, où sa mère et son père, ils ne pourront pas faire les zouaves à diriger sa mère, les prolongations chez les féminines, son père, le temps de jeu chez les jeunes. Là-bas, non, c'est pas possible au Real. Et puis bien sûr, en termes de salaire, je pense qu'il va falloir qu'il baisse, parce que le Real sait très bien que tu peux pas, même tout Mbappé qu'il est, tu peux pas ramener quelqu'un dans ce vestiaire de grands champions. Alors là, on peut parler d'un vestiaire d'ego surdimensionné au Real. Tu peux pas ramener un mec qui gagne 2 fois plus que n'importe quel joueur dans le vestiaire comme ça, quoi. C'est pas possible. Un mec qui en plus a refusé le Real l'année dernière, ça me paraît très compliqué quand même, qui garde son salaire à 60 plaques par an au Real, sachant que là-bas, il n'y en a aucun qui gagne plus de 25 ou 30 millions, grand maximum. Et encore, ils ont dégagé Hazard et Benzema est parti, c'était quand même des salaires assez élevés. Et Vinicius n'a toujours pas prolongé, donc il est toujours avec son salaire pré-prolongation, donc pas augmenté. Bref. Juste un truc par rapport à Mbappé, j'ai cherché aujourd'hui et il n'a jamais dit « je ne partirai pas libre ». La réalité, c'est qu'en 2021, quand il donne son interview chez Rotten, après le fameux été avec l'offre du Real la dernière semaine, il te dit « j'ai prévenu le club assez tôt dans l'été pour qu'il fasse une indemnité de transfert pour prendre un remplaçant. Ok ?»
Mais il te dit surtout, quand j'ai entendu le président dire que je partirais jamais libre, j'ai eu peur, j'ai avalé de travers. La réalité, c'est que Leonardo, oui, à un moment donné, a dit, Mbappé a dit qu'il partira jamais libre. Bon, Nasser, pareil, lui, il a dit 150 fois, mais le joueur lui-même ne l'a jamais prononcé. Et je suis persuadé que, dans son esprit, faire une lettre... Ah si, il a aussi dit, j'oubliais, il a aussi dit, je ne ferai pas de coup en traître, de coup en douce. Mais je suis persuadé que dans sa tête, faire une lettre comme quoi il ne lèvera pas l'option d'achat, du contrat, dès le 15 juillet 2022, c'est pas un coup de traître, c'est pas un coup en douce selon lui, parce qu'il a prévenu le club suffisamment tôt. Peut-être même trop tôt, 2 mois après la prolongation. Bref, cette situation est absolument lunaire. On a quand même un joueur qui voulait se barrer en 2021, qui en 2022 prolonge de 3 ans officiellement, finalement 2 ans plus 1 en option, qui te dit non, j'ai pas prolongé pour l'argent, mais pour le projet sportif. Problème, qui prend un salaire extraordinaire qui fait que sur le marché des transferts, tu peux pas faire le mercato que tu lui as promis, qui 2 mois après te dit qu'il ne lèvera pas l'option jusqu'en 2025, donc 2 mois après, alors que le mercato n'est même pas fini, te dit qu'il ne croit plus en ton projet, fait la saison ici, et te dit qu'il est heureux, qu'il va rester jusqu'à juin 2024, alors qu'il ne croit plus en le projet depuis 2 ans. On marche complètement sur la tête. Bref, cette histoire, j'ai vraiment hâte que ça se finisse. Je l'espère le plus tôt possible, même si il y a eu une information qui m'a pas plu là. Là, les gars, faut qu'on parle. Santi Aouna, qui a eu l'exclusivité sur le duo Nagelsmann-Thierry Henry, même si ça s'est pas fait derrière, on sait très bien que c'est une piste qui était privilégiée par le PSG à un moment donné. Il nous a sorti aujourd'hui que la priorité de Doha pour remplacer Mbappé, c'est Ousmane Dembélé. Tu m'étonnes, ça va pas être la priorité de Campos, qui avait fait capoter le deal. Je crois que c'est une de ses premières décisions. Quand il arrive l'année dernière, il fait capoter le deal, puisque Leonardo, depuis globalement décembre 2021, travaillait à signer libre Ousmane Dembélé avec son agent Sissoko. Rappelez-vous, la photo qui filtre en janvier de l'agent de Dembélé à l'aéroport de Barcelone, avec son téléphone bien visible, où tu vois Leonardo PSG en train d'appeler. Bref, Moussa Sissoko, qui est d'ailleurs un agent très très gourmand. Ousmane Dembélé qui a une clause jusqu'au 31 juillet, ça concorde avec Mbappé, une clause libératoire à 50 millions d'euros. Et sur les 50 millions, en fait, il y en a 50% qui vont au Barça et 50% aux joueurs, à l'agent et tout ça. Donc c'est-à-dire que t'as pas besoin de donner de commission, machin chouette, de prime à la signature, parce qu'il y a 25 millions qui vont directement aller dans les poches de Dembélé et l'agent. Alors, ça peut être quelque chose de plutôt pas mal, parce qu'en réalité, tu le signes à 25 millions officiellement, hein, tu verses 25 millions au Barça. Il faut savoir que cette clause, elle passe à 100 millions au 1er août. 50 millions pour le Barça, 50 millions pour Ousmane Dembélé, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Dans tous les cas, honnêtement, l'année dernière, je défendais sa signature libre. J'étais plutôt content. Quand je pensais qu'il allait signer, j'étais content. Parce que ce genre de joueur, ok, là-haut, le QI foot n'est pas très développé, mais en bas, le mec, il est ambidextre, il est fort des 2 pieds, il a une imprévisibilité dingue quand il est au milieu de terrain en 1 contre 1, il a la vitesse et tout ça, il est capable de jouer côté gauche, côté droit. Maintenant, oui, il y a des petits soucis de finition, il y a des petits soucis à être présent dans les grands matchs. Son match retour contre nous en 2021 en Ligue des Champions, évidemment, sa finale de Coupe du Monde qui est une des pires performances de toute l'histoire, et les blessures. Mais les blessures, par exemple, je défendais en disant... Ce genre de joueur, c'est comme Coman, et en réalité, c'est comme Nuno Mendes. Tu peux dire hygiène de vie, machin chouette, mais ces mecs-là demandent beaucoup plus d'efforts à leurs muscles que n'importe quel autre joueur. Ils sont toujours en train de faire des courses à haute intensité, à faire des dribbles avec une fréquence de pas ultra importante, à aller chercher le duel aussi avec le défenseur. Donc c'est normal que les chances de se blesser soient augmentées. Donc l'année dernière, j'étais pour. Là, par contre, tu pouvais le signer librement l'année dernière. Si on le recrute à 50 millions cette année, je ne comprendrais pas trop le sens. Et puis surtout pour remplacer Mbappé. C'est-à-dire que l'année dernière, envisager une attaque Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite et un numéro 9, j'étais très content. Mais là, cette année, imaginez une attaque sans Mbappé, sans numéro 9, avec Ousmane Dembélé. Bon, autant vous dire que c'est un peu moins sexy, quoi. C'est un peu, oui, compliqué. Et puis surtout, en fait, depuis l'année dernière, il y a quelqu'un qui a éclos. Alors, au poste de numéro 9, c'est là où il a fait toutes ses stats à Francfort. Mais au PSG, s'il vient, je l'utiliserai au poste d'ailier droit, Kolo Muani. Voilà.
par exemple, un Colomani, ouais, pour mettre un petit peu dynamiter ce côté droit. Et je pense qu'en matière de finition, il est un poil mieux que Ousmane Dembélé. Donc à la limite, je préférerais par exemple un Colomani que Ousmane Dembélé, qui reste un joueur très talentueux, voilà, que je respecte. Mais voilà, on pouvait le signer libre l'année dernière. Bon, bah t'as laissé passer ta chance. Non, non, n'essaye pas de la rattraper. Voilà. Et puis surtout, encore moins pour remplacer Mbappé. Soyons très clairs. Voilà, parce qu'on parle quand même d'un mec qui loupe 50% des matchs pour remplacer d'un mec ultra professionnel, parce qu'on pourra jamais lui enlever ça, qui est quasiment jamais blessé, même s'il a loupé quand même quelques hautes rencontres de Ligue des Champions. Final 8, Manchester City 2021 et cette année le match aller contre le Bayern, mais globalement il est quand même très très régulier dans sa présence et puis même dans les performances, hein, parce que Dembélé, au-delà de sa présence qui est acquise que 50% du temps, il y a aussi les performances, hein, parce que c'est plutôt quelqu'un qui performe contre les petits plutôt que les gros et qui peut aussi te faire des matchs atroces. Hein. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on va enfin parler de Colomani plus en détail demain normalement. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.